Salutations, comme évoqué dans la précédente vidéo, on va parler ici de comment est foutu un programme sous Linux, si on voulait rapidement le format ELF et voir la différence entre le code sur disque et en RAM. On va faire nos exemples et schémas avec un langage compilé type C, C++. C'est parti. Alors on a notre code source qui va être un fichier, ou plusieurs fichiers. Ces fichiers vont d'abord passer par le préprocesseur qui va traduire les directives du genre include, ifndef, define, etc. Ça ressemble à ça. Le but est de remplacer toutes les directives par du code et avoir un gros fichier qui contient tous les includes, les macros expansés, etc. Ensuite, les fichiers obtenus vont passer dans le compilateur qui va interpréter le code complet de chaque fichier et générer du code assembleur. Comme ça par exemple. Les fichiers obtenus vont ensuite passer dans l'assembleur qui va traduire nos fichiers objets. Comme ça par exemple. Déjà on reconnaît ici un petit mot magique, elf. Et pour finir, ces fichiers vont passer dans l'éditeur de liens, ou linker, qui va concaténer le tout, faire de la résolution de symboles et écrire notre exécutable ou notre librairie. On obtient donc un fichier .out ou .so. Et voilà tout le processus qu'on résume sous le nom de compilation. Maintenant, on va illustrer tout ça avec un petit exemple de code C complètement inutile. Pour ça, on va ouvrir notre fichier source qui se nomme exemple.c. Dedans, on y trouve des directives de préprocesseur, un include, un define, un autre define qui me fait une petite macro. Ensuite, on arrive sur le corps du programme avec le main qui contient un appel à puts de la libc, un calcul inutile qui fait appel à mes macros, et un return. Si je regarde la sortie générée par le préprocesseur, je vois le contenu du header, include stdio.h, récursivement inclus. Ensuite, je vois que mes deux define ne sont pas directement mis à la suite. J'arrive maintenant dans le main, je vois bien mon puts coucou qui n'a pas changé. Ensuite, mon double C patin couffin qui a été transformé en faisant appel au code défini dans mes define, Toto et MP. Et enfin, mon return qui lui aussi n'a pas changé. Maintenant, si on regarde le fichier de code assembleur généré, on voit ceci. On peut constater des directives assembleur comme par exemple le .string coucou, ainsi que du code assembleur x8664, ici en syntaxe AT&T, comme pushQ, moveSD, etc. On va pas trop s'attarder ici parce qu'on va surtout lire le code final. Donc ensuite, notre assembleur nous a pondu un fichier .o. Sur l'eau, ça ressemble à ça. Waouh, c'est illisible. Normal, mais vous connaissez l'astuce puisque vous avez ma vidéo type. Donc XXD, et hop, c'est mieux. Mais pas encore top. On regarde quand même un petit peu, on reconnaît des choses dont on a parlé en début de vidéo. Une façon plus simple de déchiffrer le contenu d'un fichier ELF va être par exemple d'utiliser objdump. Je fais donc objdump-dw sur mon fichier .o. Et là c'est beaucoup plus clair. Déjà, on voit que c'est un fichier au format ELF64. Ensuite, on voit une section .text et le contenu de la fonction main en instruction dédiée au CPU. On reconnaît déjà des choses de la vidéo précédente, comme les registres RSP, RBP, RAX et même XMM0, la grande classe. Maintenant, si on utilise objdump sur notre fichier final, exemple.out, ouah, déjà, on dirait qu'il y a vachement plus de choses. On voit des choses comme section.init, .plt, etc. Ici, toujours notre section .text, avec une fonction underscore start, plein d'autres trucs qu'on verra plus tard, et notre fonction main qui ressemble beaucoup à celle qu'on a vue dans le .o, avec quelques nuances. Maintenant qu'on a disséqué notre programme et qu'on n'a pas compris tout ce qu'il y avait dedans, prenons le temps de faire un petit survol du format ELF qui nous permettra de mieux comprendre comment c'est foutu. Comme vous avez pu le voir subrepticement, notre programme va commencer par un en-tête spécifique au format ELF, le ELF header, qui ressemble à ça. Si on demande à readelf de nous déchiffrer tout ça, ça donne ça. On voit qu'on est au format ELF64, en Little Endian, pour OS de type Unix. Le fichier est un exécutable indépendant de la position, on reviendra plus tard sur ce que ça veut dire. Évidemment, la machine visée par le x8664. On a aussi le point d'entrée du programme, les offsets des autres en-têtes et quelques infos sur le contenu. Nous avons ensuite un programme header table. C'est cette table qui va indiquer au loader comment charger les segments en mémoire. Les segments sont des parties différentes de notre programme qui vont se comporter différemment en fonction de leur rôle. Et ça ressemble à ça. Pour chaque header, on voit l'offset de là où il commence, son adresse en mémoire virtuelle. L'adresse en mémoire physique ne nous intéresse pas parce qu'elle n'a pas de sens pour notre cas. On a ensuite la taille sur disque et une fois chargé en mémoire, des flags qui indiquent si ce sont des segments en lecture seule, en lecture-écriture,
avec droit d'exécution, etc. Et enfin, l'alignement mémoire. On va ensuite avoir tout un tas de sections comme par exemple .init, .text, .rawdata, .data, .bss, etc. Les sections vont être plus utiles à l'éditeur de liens et n'existent pas nécessairement dans le programme final. Et au niveau de leur positionnement, je dirais qu'ils chevauchent les segments. On reviendra sur ces subtilités dans une vidéo beaucoup plus détaillée sur le format ELF lorsque j'aurai eu 100 000 commentaires me demandant de la faire. Et donc pour finir, la section header table qui indique pour chaque section des informations comme le nom, le type, l'adresse, l'offset, la taille des entrées quand la section est une table, encore des flags, des liens vers d'autres sections, des infos et encore de l'alignement. Et puisque ça se chevauche, on peut voir la correspondance entre sections et segments. Bon, ça c'est le programme sur le disque dur, mais qu'en est-il lorsqu'on charge le programme en RAM pour l'exécuter? Déjà, vous avez vu tout un tas d'adresses dans le code. Vous imaginez bien que si deux programmes choisissent la même adresse dans la RAM, il va y avoir des problèmes. Du coup, c'est quoi le bail? Eh bien, le programme n'est pas chargé tel quel dans la RAM. Notre Super OS va préparer le terrain. Il va démarrer un nouveau process avec un espace mémoire virtuel d'adresse rien que pour lui. Il va coller un interpréteur dedans. Ensuite, il va donner la main à l'interpréteur qui chargera le programme et en avant Guingamp. Enfin, pour faire simple. Une fois chargé en mémoire, notre programme aura cette tête-là. Vous vous souvenez du programme header table? Il nous indiquait que l'interpréteur de notre programme est LD. Du coup, dans l'espace d'adresse virtuelle de notre process, il va garder une zone pour LD ainsi que les librairies partagées. Cet espace peut être amené à grandir vers des plages d'adresses plus grandes. Vient ensuite le stack, ou la pile en français. Pareillement, il peut grandir mais vers des adresses de plus petite valeur. Puis vient le heap, ou le tas en français, qui grandira vers des adresses de plus grande valeur. Et pour finir quand même, le cœur de notre programme. Pfiou! Maintenant, si on reprend notre programme d'exemple dans la vraie vie, on vérifie qu'il fonctionne bien comme on l'a écrit, donc hop, et hop. Maintenant, comme il est super rapide mais que je veux voir ce que ça donne en mémoire, je vais gruger un peu avec GDB, comme ça. Je mets un breakpoint sur main, je le lance, et maintenant je vais voir comment la mémoire est mappée avec un petit proc PID maps. Je récupère le PID avec PID off, et un petit cat. On voit notre exécutable mappé à différentes adresses en 5555, etc. avec des droits différents en fonction du morceau chargé. Par exemple, des données en lecture seule, du code en lecture-exécution, des parties en lecture-écriture, etc. On a aussi la libc que j'utilise et qui se retrouve à des adresses en 7FFF, donc un peu plus haut, comme on a vu dans notre schéma tout à l'heure. On voit aussi notre interpréteur LD, aussi dans un 7FFF. On voit aussi notre stack qui est presque tout en haut des adresses, aussi dans les 7FFF. On n'a pas d'IP ici parce qu'on n'en a pas besoin, mais sinon on l'aurait vu aussi. Pour les v6call, VDSO et compagnie, on en reparlera dans une autre vidéo, après qu'on ait vu ce qu'un appel système, comment ça marche et les conséquences sur les performances. Ça sera donc tout pour cette vidéo. Merci, au revoir.